Oui, on a compris comment se produit le semi-conducteur type P et de type N. Comment on arrive maintenant à la diode et comment ça fonctionne une diode? Donc, on a dit que la diode est composée de deux semi-conducteurs, type N et du type P. Donc, les porteurs majoritaires dans le type N sont des électrons libres et les porteurs minoritaires dans le type P sont des électrons libres aussi. Donc, il y a une différence de concentration, de telle sorte que les électrons libres du côté N vont diffuser vers le type P. À ce moment-là, la même chose va arriver avec les trous, les porteurs majoritaires des trous qui sont dans le type P, à cause de la différence de concentration. À la jonction, ils vont se recombiner, les électrons libres et les trous. Et puis, il va manquer d'électrons libres et de trous. Donc, on va créer une certaine charge positive et négative à la jonction qui va créer un champ électrique qui va être de plus vers le moins. Donc, ce champ électrique va s'opposer au passage de ces électrons libres et de trous. Donc, on va former une certaine barrière potentielle qu'on voit normalement comme étant à peu près 0,7 volts. D'accord? Donc, là, on n'a pas encore appliqué une tension borne de la diode. Donc, ce qui arrive, on vient de former la diode. Donc, il y a une barrière de potentiel qui est créée à la jonction. Maintenant, qu'est-ce qui arrive si on va appliquer une tension? C'est ce qu'on appelle la polarisation directe. La polarisation directe, c'est lorsqu'on va appliquer une tension positive sur le type P, sur l'anode, et la tension négative sur le type N, qui est la cathode. Donc, à ce moment-là, cette énergie qui est injectée de l'extérieur, cette tension qui est injectée de l'extérieur, va créer un champ électrique qui va être à l'inverse du champ électrique qui était déjà présent à cause de la zone de déplétion. Donc là, la barrière va diminuer. Donc les électrons libres du côté du N et les trous du côté du P vont avoir assez d'énergie pour pouvoir surmonter cette barrière. Il va y avoir un courant qui va circuler du type P vers le N, c'est-à-dire des électrons libres qui vont traverser du type N vers le P, mais le courant, c'est l'inverse du sens des électrons libres. Donc il va y avoir un courant qui va circuler de l'anode vers la cathode, un grand courant. Donc, polarisation en direct, le plus sur le P et le moins sur le N. Exact. Et si on fait l'autre cas? L'autre cas, c'est lorsque on va appeler la polarisation inverse. Oui. À ce moment-là, on va mettre le moins sur l'anode et le plus sur la cathode. Donc là, on va créer un champ qui va s'ajouter avec le champ initial dû à la barrière de potentiel. Et là, puisque le champ électrique va augmenter, c'est-à-dire la zone de déplétion va s'élargir, les électrons porteurs majoritaires du côté N et les trous porteurs majoritaires du côté de P ne vont pas pouvoir surmonter la barrière. Donc, le courant va être très, très faible dû aux porteurs minoritaires. Donc, c'est comme s'il n'y avait pas de courant qui circulait dans la diode. Donc, ça, c'est la polarisation inverse. Quand le plus est sur la cathode et le moins sur l'anode. Hein? Exact. Maintenant, si on applique une tension inverse qui est très, très grande, à ce moment-là, c'est ce qu'on appelle, on va rentrer dans la zone d'avalanche ou bien de cassure. Et un courant va traverser dans la diode, mais cette fois-ci, le courant va être dans l'autre sens. Hein. Ça ne va pas être de l'anode vers la cathode, mais ça va être de la cathode vers l'anode et la diode va commencer à s'échauffer et va brûler. D'accord. Donc, si on regarde le courant qui circule dans la diode lorsqu'on est en polarisation directe, donc on peut démontrer que la probabilité que ces électrons libres puissent surmonter la barrière, c'est une fonction qui est exponentielle. Donc, à ce moment-là, le courant dans la diode, en fonction de la tension dans la diode, est une forme qui est exponentielle. Donc, ce n'est pas comme dans le cas d'une résistance, d'une bobine et d'un condensateur, où la relation est linéaire. Ici, la relation tension-courant est non linéaire. Donc, vous voyez ici l'approximation, ID est égale à une exponentielle et on a ici la tension au bord de la diode. Parfait. Maintenant, quel est l'effet de cette relation lorsqu'on a un autre type de semi-conducteur, par exemple le germanium? On voit que la barrière de potentiel ici, dans le cas de germanium, est inférieure à la barrière de potentiel de la diode en silicium. En silicium, normalement, on dit que c'est approximativement 0,7 volts. Dans le cas de germanium, c'est à peu près 0,3 volts. Et c'est le silicium qu'on rencontre le plus ou le germanium dans les applications? La plupart du temps, c'est le silicium, parce que, comme on a expliqué, le silicium n'est pas cher et c'est très facile à le fabriquer. D'accord. Donc, si on regarde nos acquis, donc, premièrement, il y a le semi-conducteur.
Donc on ajoute des impuretés, automatiquement on va ajouter des électrons libres ou bien des trous, dépendamment du type d'impureté qu'on ajoute. Donc ça c'est le semi-conducteur extrinsèque. Donc si on prend le semi-conducteur et on ajoute, par exemple pour le type P, le boron, ça va être le type P. Si on prend le silicium et on ajoute de l'antimoine par exemple, ou bien donc on peut utiliser d'autres matériaux aussi, on va avoir du silicium du type N. C'est ce qu'on appelle le semi-conducteur extrinsèque. Donc là, à l'aide de ce type P et N, on obtient la diode. Okay, donc vous voyez ici la barrière de potentiel dans la zone de dépression. Okay, les ions négatifs et les ions positifs. Excellent. Donc la caractéristique en polarisation directe, c'est une forme qui est exponentielle. Dans la polarisation inverse, il y a un courant, mais c'est très très faible, de l'ordre de nanoampères, à cause des porteurs minoritaires. Et dans la zone de cassure, on voit que dans la zone de cassure, c'est un courant qui est très très fort et la diode va brûler. C'est la zone d'avalanche qu'on appelle aussi parfois. La zone d'avalanche, mais ici vous voyez qu'on a écrit la zone de Zener, la région de Zener. Oui. Si on arrive à contrôler cette tension à une tension qui est par exemple de l'ordre de 6 volts ou bien 12 volts, là on appelle, la diode devient une diode de Zener et la diode peut conduire dans l'autre direction, ok, sans être brûlée. Et ça correspond à un type de diode particulier, c'est pas exact. Ce qu'on a vu à date, c'est la diode à jonction. On va voir un autre type de diode qu'on appelle la diode Zener. Parfait. Donc maintenant, comme tous les éléments qui sont fabriqués à partir des semi-conducteurs, ces composants-là sont sensibles à la température. Donc ici, la courbe nous montre que, en fonction de la température, la caractéristique courant et la tension va changer. Donc par exemple, si je prends à la température de 100 degrés et 25 degrés centigrades ici, ça c'est la courbe de 25 degrés. Donc ça on voit que la tension inverse, c'est 40 volts. En température, vous voyez que la barrière de potentiel a diminué. À la place de 0.7, c'est moins que 0.7. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que la tension inverse a augmenté, ce qui est bon, mais le courant en inverse a augmenté aussi. Et ça, c'est un point négatif pour nous, parce que lorsqu'on va traiter les diodes, ça, c'est un point faible qui va intervenir dans le cas des transistors. Okay? Maintenant, ça, c'est, je répète, la caractéristique, donc l'effet de la température. Okay. Et ici, une petite remarque, c'est-à-dire, il faut faire attention à ne pas brûler les composants, c'est-à-dire, on doit bien lire les spécifications de la diode pour ne pas passer au-delà des limites de la diode. C'est ça, au-delà de la limite de la tension Zener, pour appliquer, et puis... Même en polarisation directe, il ne faut pas qu'il y ait un courant très élevé. C'est ça. Pour pouvoir limiter en polarisation directe le courant, il faut mettre toujours une résistance qui est en série avec la diode. Sinon, la diode va brûler. Parfait. Merci beaucoup, Radi. Merci. À la prochaine.